Bonjour, un médecin, un directeur d'EHPAD, une référente de la Ligue contre le cancer, un directeur de centre dramatique national, un maire de ville moyenne et un manager général de club de hockey. Voici tous ceux avec lesquels vous allez pouvoir échanger en direct aujourd'hui. Bienvenue dans ce numéro de Lignes ouvertes. Nous sommes lundi 20 avril 2020. Et nous sommes avec des journalistes de choix. Dorothée Brimont. Bonjour Sylvain. Voilà, ça va Dorothée ? Parfaitement. Toujours la forme ? Toujours. Très heureuse de vous informer au quotidien. Eh bien génial. Et puis Anthony, avec une chemise, c'est quoi la couleur ? Je suis désolé, ça faisait c'est quoi la couleur ? À votre avis Je sais pas, je dirais fuchsia. Eh ben voilà, c'est fuchsia. C'est fuchsia. Bon, écoutez, c'est bon. Bonjour et puis Sylvain, surtout, bonjour à vous. Et bonjour à tout le monde. Et alors, il y a Mathieu Laurent, mais alors Mathieu, il est perdu avec de très nombreux internautes au féminin, puisqu'on a Valérie de Gisors, on a Laetitia de Grand Couronne, Virginie de Saint-Sébastien de Morsan, Lisiane de Saint-André-de-l'Eure, Lauriane du Havre, Sylvie de Saint-Germain-la-Campagne et bien d'autres certainement. Et bien écoutez, on est très très heureux de vous retrouver en ce lundi. On va ouvrir tout de suite avec l'actualité, puisque hier après-midi à 17h30, une des infos importantes que nous a donné le Premier ministre, on le sait tous, c'est... Les EHPAD. Les EHPAD, voilà. Tout à fait. Les EHPAD se réouvrent aux familles dans certaines conditions. On va tout de suite voir ça avec le docteur Burel et puis juste après avec François Nicolas, un directeur d'EHPAD. Bonjour docteur Burel. Bonjour Sylvain et bonjour aux auditeurs. Et ben voilà, et puis bonjour à Dorothée et Anthony qui sont avec nous. Dorothée et Anthony, mais j'ai pas l'image alors. Mais oui, je sais pas, il y a un petit peu d'image. On va régler ça, docteur. Vous devez nous reconnaître à la voix. Vous devez nous reconnaître à la voix. Alors, docteur, voilà, on vous lance la question ouverte. Comment vous avez réagi à cette annonce du Premier ministre Édouard Philippe hier, réouvrant les portes des EHPAD pour les familles des aînés ? J'ai réagi de deux façons. Le président dirait en même temps. Une façon un peu réconfortée parce que il faut donner un horizon aux personnes seules, surtout les personnes âgées qui finalement ont comme seul but dans la vie leurs proches, l'affectivité avec leurs proches et puis par ailleurs avec prudence en me disant qu'il va falloir plus que jamais être très organisé pour éviter de contaminer ces personnes fragiles. Il était dit il y a peu de temps qu'un des risques aussi de cet isolement, c'était qu'il y ait des personnes qui meurent de tristesse aussi, qui meurent d'un sentiment d'abandon. C'est quelque chose effectivement qui pouvait être craint de la part du milieu médical ? Mais oui, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On appelle ça dans notre jargon, qui n'est pas toujours heureux, on appelle ça le syndrome de glissement. Chez les personnes âgées, c'est assez fréquent. Et ce sentiment d'abandon est quelque chose qui touche malheureusement beaucoup de personnes âgées, parce que ça peut être une réalité d'abandon, de se sentir très seul. Alors, souvent, finalement, ce qui rompt la solitude, c'est quand même les proches, les descendants de ces personnes âgées, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et donc, c'est un petit peu leur raison de vivre. Donc, si vous supprimez à quelqu'un sa raison de vivre, et de fait, cette personne-là se laisse aller. Et c'est ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Dorothée. Docteur, on voit aussi que les personnes âgées sont également les plus touchées parce que les plus fragiles. Est-ce que les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale et le lavage des mains, vont suffire pour épargner ce public ? Je ne suis pas sûr que ça suffise, donc il va falloir des espèces de parloirs, je pense. Il va falloir des choses un petit peu étanches, avec sans doute des espèces de plaques de plexi au-delà des masques et de la distance. Je pense qu'il va falloir ça, mais voir son proche, pouvoir l'entendre, pouvoir lui parler, Parce que nous autres, là, on est sur Skype, mais vous imaginez bien que la grande majorité des personnes âgées n'a pas accès à ce genre de technique et c'est quand même pas pareil que de voir ces enfants, ces petits-enfants. Vous savez, les personnes âgées, souvent, elles attendent, là, je parle en dehors de cette épidémie, elles attendent... Ouais. C'est quasiment ce qui motive leur vie quotidienne, c'est la visite de la famille, la visite de leurs proches, la visite de leurs fils, de leurs filles. Et donc, réellement, leur redonner cette perspective, c'est leur redonner l'espoir de vivre. Docteur Burel, pour changer, pour rester sur la thématique du coronavirus, mais pour changer de sujet, pas rester sur les EHPAD, que vous inspirent les derniers chiffres publiés pour la Normandie, notamment ?
Bon, écoutez, pour la Normandie, les chiffres font comme une décroissance nationale. Comme on n'a pas été dans les régions les plus touchées, on a des cas de décès, on a moins de monde en réanimation, un petit peu, hein, mais il faut rester prudent. Et puis, on a moins d'hospitalisation, mais l'épidémie n'est pas finie. Il faut garder tous les gestes barrières, mais il faut arriver à concilier ces gestes barrières, la précaution vis-à-vis du Covid et une vie qui donne une possibilité de prendre en charge les gens, de donner de l'économie, parce que, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, soigner les gens, c'est aussi avoir les moyens de les soigner. Ce qui fait que notre pays a un bon système de protection sociale, c'est qu'il a un bon niveau économique. Et si on ne maintient pas ce niveau économique, on n'aura plus un bon alors, système docteur, de protection sociale. Donc, tout ça, c'est de la santé aussi. Hein. Alors, oui, on met en preuve et en musique ce qu'on annonce toujours dans Lignes ouvertes, c'est-à-dire que les internautes peuvent questionner tous nos invités. Question, docteur, de Jonathan. Jonathan, il pose une question qui induit certainement la réponse. Il dit, est-ce normal, docteur, qu'une infirmière à domicile qui vient soigner des gens qui sont atteints du Covid-19 n'ait qu'une seule blouse pour une semaine ? Non, c'est pas normal. Alors, généralement, les infirmières à domicile, moi, je travaille avec une blouse en ce moment et je la change entre chaque patient et le soir, on lave ses blouses. Donc, je pense qu'une infirmière, un indépendant, c'est ce qu'il fait. Alors, en principe, en domicile, ces infirmières libérales, elle peut changer sa blouse régulièrement. Malheureusement, c'est vrai que les surblouses en papier, en secteur libéral, on n'y a pas trop accès en ce moment. Alors, docteur Mathieu, il nous pose deux questions. Il nous pose la première question, docteur Burelle. Est-ce que le docteur Burelle observe un relâchement de nos concitoyens dans le confinement ? Il a l'impression, lui, que le 11 mai est un peu anticipé. Je ne l'ai pas remarqué plus que d'autres. Je ne suis peut-être pas un bon observateur, mais je traverse la ville matin et soir avec mon vélo pour aller travailler. Ça fait 3-4 semaines que je fais ça. Je n'ai pas vu tellement de différence. Alors Mathieu enchaîne, il nous dit, est-ce qu'on pourrait être... Mais restons. Oui. C'est pas parce que je ne l'ai pas observé que ça n'a pas lieu dans certains endroits. Et restons très prudent et confiné jusqu'à temps, parce que le Premier ministre l'a bien rappelé, il a parfaitement raison, c'est qu'on ne va pas, ce sera pas la vie d'avant, déconfiner du jour au lendemain, et il y aura des conditions de déconfinement qui seront très progressives et adaptées à chaque situation. Et le Premier ministre l'a rappelé hier, effectivement, on ne reviendra pas à la vie d'avant. Non, c'est ça, on en reparlera tout à l'heure, hein. C'est le titre... de Paris-Normandie aujourd'hui, ce ne sera pas la vie d'avant, on en reparle tout à l'heure. On nous demande aussi, est-ce qu'on pourrait être une région à être parmi les premières à être déconfinée Ah ça, j'en sais rien. À l'époque où on annonçait un déconfinement progressif et géographique, j'étais inquiet pour notre région, puisque on disait aussi qu'il fallait que la région ait déjà beaucoup de gens qui étaient atteints pour avoir un certain taux d'immunité pour déconfiner. Donc, comme nous n'étions pas une des régions les plus atteintes, on aurait pu être une région déconfinée tardivement. Bon, visiblement, c'est pas la politique qui a été choisie. Maintenant, je suis pas dans les services ministériels et même le Premier ministre ne sait pas encore exactement comment il va s'y prendre. Encore deux questions parce qu'on vous libère. Vous avez un patient à traiter. Est-ce que la recherche, en quelques mots, évidemment difficile, mais la recherche, ça avance ou pas ? Ben oui, ça avance. On attend aussi. Alors, les vaccins, les vaccins, ça sera très long. Les vaccins, c'est de l'ordre d'au moins 1 an. Maintenant, la recherche sur les traitements, ça part un peu dans tous les sens, mais on va peut-être avoir enfin. Mais même pour l'histoire de l'hydroxychloroquine, le plaquenil du fameux docteur Raoult, on va peut-être voir qu'à un moment donné, pris entre telle date et telle date pour une personne qui a une infection de telle intensité, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant forcément. D'accord. Quand on est à la réanimation. Donc tout ça, ça avance et on va sûrement avoir des données dans les semaines à venir qui nous permettront d'avoir des traitements ciblés, efficaces et en fonction de l'atteinte de la personne. Avant de passer la parole à Dorothée, priorité aux internautes, Jonathan, qui est atteint du Covid-19, il nous dit qu'il n'a malheureusement pas de masque ni pour se protéger lui ou pour protéger les autres. Comment il peut faire ? Alors d'abord, puisqu'il est atteint du Covid-19, dans la mesure du possible, chez lui, il reste dans des pièces séparées des autres. Deuxièmement, il respecte toutes les distances. Et il se fabrique un masque. Alors, j'allais y venir, mais la première chose, c'est déjà
rester dans des zones différentes, de pas pouvoir être dans une pièce où passent aussi les enfants ou les personnes âgées, et puis si possible avoir des zones sanitaires différenciées, c'est pas toujours faisable. Donc, et puis bien se laver régulièrement, avoir ses propres objets. Donc il y a déjà cette chose préalable. Après, s'il peut avoir des masques, oui, il faut qu'il en ait. Certains médecins, moi, quand je suis amené à voir un patient parce qu'on ne peut pas faire autrement, j'ai un petit stock de masques. Dès qu'il arrive à la salle d'attente, on lui donne un masque. Bon, donc il peut éventuellement, pourquoi pas, il peut appeler son médecin ou appeler un généraliste. Il peut appeler son médecin, son infirmière. Je rappelle, on ne croule pas sous les masques. Hein, on est là un peu avare et on fait très attention, mais par contre on essaye d'utiliser au mieux, et donc je pense que dans un cas comme le sien, avoir un masque, mais surtout c'est plutôt les circuits, les précautions. Donc s'il n'est pas en face de ses enfants et des restes de sa famille, le masque n'a finalement pas beaucoup d'intérêt. Hein. Voilà, et je rappelle que page 19, comme chaque jour dans Paris-Normandie, c'est page 19 aujourd'hui, vous avez un patron pour vous faire un masque. Dorothée, pour la dernière question. Et page 20, oui. un tuto pour en faire un aussi, voilà, je précise. Je voulais revenir sur un de vos propos en disant qu'au début, il disait que les premières régions déconfinées seraient les régions les plus touchées parce que la population était immunisée. Mais on revient ces derniers jours sur l'immunité, qu'on pourrait retomber malade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui, je suis comme vous et je suis assez surpris. Alors, d'abord, les régions ne sont pas prêtes d'être immunisées, puisqu'une région comme la nôtre, il y a 2-3% de gens qui seraient immunisés, et dans les régions très touchées comme le Grand Est ou l'Île-de-France, c'est moins de 10%, donc c'est pas demain la veille qu'on sera immunisé. Et deuxièmement, il semblerait que des personnes fassent des formes un petit peu récidivantes, mais quand ils refont une rechute, parce que finalement, apparemment, c'est pas qu'ils retombent malades, c'est qu'en fait, ça a traîné, puis à un moment donné, ça reprend un peu de réactivation. J'entendais une députée, ça faisait 5 semaines, puis elle avait un peu de mal à nouveau à respirer, mais elle n'a pas été en réanimation non plus, je dirais. Donc, il y a visiblement, ce virus est un peu bizarre, et il y a des gens qui ont des infections à Covid qui traînent, et d'où la précaution. C'est pas parce que ça fait 14 jours qu'on a eu les premiers symptômes et qu'on n'en a plus que le 15e jour on n'est plus contagieux. Restons prudents, et de fait je pense que le 11 mai on se baladera tous tout le temps avec un masque sur le nez, ça c'est important. Très bien, docteur, on vous libère parce que je sais que votre patient vous attend. Merci beaucoup, on se retrouve bien sûr dans la semaine. Merci évidemment. Docteur. À bientôt. Merci, à bientôt. Donc, soyez prudents. On parlait Toujours. effectivement, Dorothée et puis Anthony, de cette une, ce ne sera pas la vie d'avant. Il y a des choses assez variées dans Paris-Normandie d'ailleurs, parce que je vois que disparu depuis un siècle, le loup est de retour dans le pays de Bray. Oui, tout à fait. Alors il y aurait peut-être un loup un loup aurait été aperçu dans le pays de Bray du côté de Londinière. Donc voilà, il y a les services préfectoraux qui essaient d'en savoir un peu plus, qui ont alerté. Il aurait été photographié. Il aurait été photographié. Donc on essaie d'en savoir un peu plus sur ce loup. Ça change un peu du coronavirus comme sujet, ça fait du bien aussi. Alors on enchaîne avec l'actualité EHPAD qui ouvre ce numéro de Lignes ouvertes du 20 avril. On a François Nicolas en ligne, François Nicolas qui est le directeur général de la Fondation Filsen. Il nous arrive avec son beau masque, son beau... Casque. Non, pas masque, casque. Pas masque, casque sur les oreilles. Bienvenue François Nicolas, DG de la Fondation Filsen. Vous gérez des EHPAD, notamment celui, entre autres, de Rouen-les-Sapins. Voilà, la première question vous est posée par Dorothée. Bonjour François Nicolas. Donc le Premier ministre a annoncé hier que des visites pourraient être rendues dans les EHPAD. Vous êtes à la tête de plusieurs établissements. Comment vous allez mettre ça en place, parce que ça devrait commencer dès aujourd'hui? Eh bien, bonjour. Donc effectivement, nous attendions cette nouvelle avec impatience. Depuis plusieurs jours, nous étions préparés effectivement au fait de pouvoir organiser des visites. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons d'ores et déjà des appels depuis ce matin suite à l'annonce du Premier ministre hier soir. Et nous adaptons effectivement et nous personnalisons au cas par cas la possibilité d'organiser des visites à partir de mercredi. On est en train de préparer le matériel, les dispositions, l'organisation architecturale qui va permettre de faire au mieux en fonction des préconisations du Premier ministre, mais avant tout des besoins des résidents et des familles. Très concrètement, donc il y aura le respect des gestes barrières, mais est-ce qu'il y aura une vitre entre les personnes? Ce sera juste le son, on ne pourra pas se toucher.
Alors, il y aura des mesures de précaution. Donc, les gestes barrières, ça veut dire que ça ira de la prise de température au port du masque pour les visiteurs, une mise à distance. Et en fonction de l'éloignement, on aura la possibilité effectivement soit de mettre un plexiglas, mais pas nécessairement, dès l'instant où une distance d'au moins 1,50 m est respectée entre le visiteur et le résident. Ces mesures, pour le moment, suffisent, dès l'instant effectivement aussi où le visiteur porte un masque, et dans la mesure du possible, en fonction des résidents, ils auront aussi la possibilité d'avoir un masque. Comment vous étiez organisé jusqu'ici pour les résidents justement qui ne pouvaient pas recevoir leur famille? Est-ce que vous aviez mis en place des visios avec des tablettes Alors, depuis le 9 mars, nous avons mis en place effectivement des contacts soit téléphoniques, soit des rendez-vous par visio, par l'intermédiaire de Skype sur l'ensemble des établissements de la Fondation Filsen. Et puis, on avait aussi pu permettre, dans le cadre des fins de vie, à des familles de venir rendre visite à leurs parents. Et donc là, c'était des mesures qui étaient effectivement accompagnées par un professionnel avec le matériel nécessaire sur blouse, masque, charlotte, et puis bien évidemment prise de température et désinfection des mains systématiquement. François Nicolas, on essaie d'être assez rapide dans la réponse pour justement qu'on augmente la chance des différents internautes d'avoir des réponses. Question qui vous est posée, essayez de répondre assez succinctement. Comment avez-vous géré la crise jusqu'à présent? Comment avez-vous réussi à gérer la crise? La crise jusqu'à présent, on a pris des mesures depuis le mois de février avec des confinements dans les chambres pour les personnes âgées en limitant les visites depuis le 9 mars, donc avant la décision de Monsieur le Président de la République. Et depuis cette date, eh bien, nous tentons au mieux de pouvoir offrir aux personnes la possibilité de rester en lien avec leur famille. Et puis ça, c'est bien évidemment en s'appuyant sur l'ensemble des professionnels de la Fondation Filsen, des personnels d'hébergement, des personnels soignants, afin de permettre d'occuper au mieux les temps de confinement dans les chambres et d'éviter effectivement les syndromes de glissement qui peuvent être présents aussi, parce que bien évidemment, sans contact avec l'extérieur, malgré la présence des soignants, c'est quelque chose qui est relativement difficile à vivre depuis un petit peu plus d'un mois. C'est pareil, question rapide de nos web spectateurs. Combien de personnes ont été touchées jusqu'à présent dans vos EHPAD? Alors, il était difficile de le savoir jusqu'à il y a une dizaine de jours, parce que bien évidemment, avant, les tests n'étaient pas faits systématiquement. Aujourd'hui, dans le cadre présent, aujourd'hui au Sapin, sur une des résidences, nous avons eu aujourd'hui 20 personnes atteintes par le Covid. Nous avons eu 10 et puis actuellement 7 personnes qui sont en voie de guérison. Excusez-nous, ça a coupé. Est-ce que vous pouvez revenir? Vous avez eu 10 personnes, c'est ça? 10 décès? 10 décès, oui, 10 décès. Mais 7 personnes aujourd'hui sont en voie de guérison. Ça veut dire qu'elles ont eu des symptômes il y a un petit peu plus de 20 jours. Donc depuis, on arrive aussi à voir qu'on peut aussi s'en remettre du Covid. D'accord. L'issue n'est pas nécessairement le décès. Question très pratique aussi de nos web spectateurs à propos des attestations. On nous demande où cocher pour aller visiter les anciens dans les EHPAD. Où est-ce qu'on coche? Écoutez, je n'ai pas l'attestation sous les yeux, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je pense que c'est un motif familial impérieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La personne suggérait, est-ce qu'on coche motif familial impérieux? C'était la question, mais je pense que oui, ça doit être ça. Ok. Et ça sera l'appréciation des forces de police, oui, tout à fait. On nous pose aussi une question pratique que je tourne aussi vers Dorothée éventuellement ou Anthony, et à vous aussi, François Nicolas. Valérie nous demandait, dans les maisons pour personnes âgées, attention, qui sont autonomes, hein, donc il ne s'agit pas d'EHPAD, est-ce qu'on peut y aller également de la même manière qu'on peut à nouveau se rendre dans les EHPAD? Alors que ce soit dans toutes les structures, je pense que non, il y a les structures qui accueillent des personnes âgées, même si ce n'est pas médicalisé. Maisons de retraite, des maisons de retraite, elles sont fermées clairement au public. Je pense que vous n'allez pas me contredire, François Nicolas. Il est difficile d'apprécier la question sous cet angle-là. Ça veut dire qu'en fait, sur les résidences autonomie, on a pris des mesures, mais qui sont plutôt sous forme de conseils que d'interdiction en tant que telle. Les mesures spécifiques aujourd'hui sont davantage pour les EHPAD. Pour les résidences autonomie, on a une résidence autonomie au sein de la Fondation Filsen, on a conseillé aux résidents
de rester chez eux et puis évidemment de limiter les visites un maximum. On n'a jamais pu interdire, et notre souhait n'est pas d'interdire les visites, mais bien évidemment de contenir un maximum les circulations pour pouvoir permettre d'éviter la circulation du virus. Okay. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité, ça c'est possible, mais après, il faut bien évidemment s'assurer de respecter les précautions d'usage. Dernière chose, puis on vous laisse vaquer à vos occupations nombreuses, François Nicolas. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à toutes ces familles là qui ont été privées de la relation avec leurs anciens? Vous avez envie de leur dire quoi, vous, comme patron d'EHPAD? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'aujourd'hui, on va personnaliser les visites. Ça veut dire que le temps va être fait en fonction de leurs demandes, de la disposition, effectivement, des dispositions que nous allons mettre en place et les moyens nécessaires. Et puis, bien évidemment, que les professionnels des EHPAD sont là pour leur favoriser les rencontres. Alors, il nous faut à peu près aujourd'hui 48 heures pour pouvoir organiser ces rencontres-là dans de bonnes conditions et qu'on privilégiera bien évidemment la sécurité des résidents systématiquement et qu'on adaptera les moyens de visite en fonction aussi des pathologies des résidents. Oui, non, moi, c'était pas une question, c'était juste un constat. Je voulais saluer le travail qui avait été réalisé par les employés dans les EHPAD qui se sont beaucoup donnés là, ces dernières semaines de façon à être au plus près des résidents. Il y en a certains qui se sont confinés avec eux. Enfin, voilà, il y a eu un gros boulot du personnel en EHPAD, je pense également chez vous, mais dans les autres structures également. Donc voilà, je voulais les saluer. Mais non, vous avez raison, Anthony. Avant de libérer François Nicolas. Vous avez raison, Anthony, et merci de le faire parce que déjà, même hors période Covid, c'est déjà un sacré job, si on veut parler simplement. Hein. Oui, c'est déjà beaucoup de boulot, et là, il y a eu vraiment beaucoup d'abnégation dans l'histoire, donc voilà. Merci François Nicolas. Et c'est pas fini, voilà. Et bien merci. Mais en revanche, c'est merci fini avec vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous en ce lendemain d'annonce, en quelque sorte, des reprises de visite dans les EHPAD par le Premier ministre. On parlait tout à l'heure, et puis on est en train d'établir le contact, restez bien avec nous, avec Laurence Lagneau qui va témoigner. Laurence Lagneau, elle a été atteinte du cancer et aujourd'hui elle s'en est sortie. Elle est la référente pour la lutte contre le cancer, elle est au Havre et elle va nous parler vrai, elle va nous parler franc. On parlait du loup, on parlait des EHPAD, les sujets sont variés. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans l'émission d'aujourd'hui? On trouve plein de choses. On trouve un beau témoignage notamment d'une mère isolée avec 6 enfants et de la charge mentale des femmes. Un très beau reportage de Thomas Dubois, entre autres. Qu'on va retrouver d'ailleurs dans peu de temps sur ce plateau. On revient aussi sur le travail du personnel soignant qui est confronté à une crise donc sans précédent et qui est aussi suivi psychologiquement, qui fait face à des gros problèmes derrière, que ce soit des problèmes de sommeil, des problèmes de cauchemar, etc. Donc il y a toute une aide psychologique qui est mise en place. Ils sont confrontés à des traumatismes de guerre, nous dit un spécialiste qui les suit en ce moment. Voilà, ça c'est un reportage de Jérémy Châté de la cellule web. On a également un retour sur l'eau en ce moment, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations autour de l'eau. Est-ce que l'eau peut être porteuse de Covid, etc. Alors, il y a eu une région où effectivement ils ont trouvé des traces infimes de Covid-19. En région parisienne. En région parisienne, voilà, mais donc sans conséquence, nous dit-on, pour la santé. En tout cas, en Normandie, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il y a peut-être un peu plus de goût de chlore, mais en tout cas, voilà, ça fait partie du traitement normal. Il y a également, je me tourne vers Dorothée, un sujet sur une vieille épidémie. C'était la peste qui menaçait le Havre et Rouen il y a quelques années. Donc voilà, ça, c'est une contribution de Gérard Urpin qui revient sur cette époque-là. On a également le point de vue de 2 personnes confinées, 2 frères qui sont confinés, l'un à Moscou, l'autre à Séoul. Donc voilà, il y a plein de choses encore. Voilà, beaucoup de choses. Et on est encore à, voilà, je regarde, on est toujours à 48 pages. Toujours à 48 pages. Donc ce quotidien qui prend la forme maintenant chaque jour d'un véritable dossier avec des infos, je le répète, qui ne sont pas uniquement des infos coronavirus, puisqu'il y a différentes thématiques. Alors restez bien avec nous. Pourquoi? Parce que dans les minutes qui suivent, après Laurence Lagneau qui est en ligne, là, on va la prendre tout de suite. Bonjour, je vous vois déjà à l'image, Laurence. On sera avec le patron du CDN, Centre Dramatique National Normandie-Rouen. On va parler du spectacle. Énormes conséquences, bien sûr, sur le spectacle. On sera également avec un maire. On en prend un de temps en temps. Là, on ira à Darnétal. Et puis, aussi, tout à l'heure, vous verrez quelles conséquences sur le sport. On sera avec Guy Fournier. Guy Fournier, qui est, avec son accent québécois, qui est le charismatique manager général du Rouen Hockey Club, les Dragons. Pour l'instant, c'est Laurence Lagneau au Havre. Bonjour, Laurence.
Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, merci. Oui, je vous remercie de participer parce que, voilà, on va aborder un sujet maintenant qui n'est pas un sujet évident, c'est-à-dire qu'on parle du Covid-19, mais on oublie souvent les autres pathologies. Et puis, on nous a souvent rappelé, et c'est pour ça qu'on le fait avec plaisir aussi, qu'il fallait ne pas oublier toutes ces personnes qui étaient touchées par le cancer, qui sont en chimiothérapie, qui redoutent également le Covid-19. Et puis vous, Laurence, vous allez nous en parler. Vous avez été aussi atteinte, vous, d'un cancer. Voilà, c'est fini, tant mieux, c'est derrière vous. Mais vous pouvez nous parler avec ces mots de la vérité de tous ces gens-là qui redoutent là, ce qui se passe en ce moment quand on a le cancer. Oui, bien sûr, puisque je fais partie de la Ligue contre le cancer de l'espace du Havre, pour les patientes atteintes d'un cancer, c'est la double peine, le coronavirus, parce qu'ils ont déjà leur pathologie actuelle. C'est très compliqué aussi en ce qui concerne leurs soins. De continuer leurs soins. J'ai eu plusieurs patientes qui m'ont expliqué qu'ils avaient une réticence à se faire soigner parce qu'ils avaient très peur d'aller dans les structures au démarrage. Bon, maintenant qu'ils ont fait le premier pas, ils sont rassurés parce que les structures font un boulot énorme et tout est vraiment sécurisé. Mais c'est vrai que pour les patients, c'est la double peine. Le cancer et le coronavirus, Martin. Ils sont très, très anxieux. Comment vous vous mettez à la place de ces personnes, Laurence, actuellement, vous qui avez connu cette maladie? Alors, déjà, quand on vous annonce le cancer, c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête et vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est très, très compliqué à gérer. Alors, suivant le caractère de chacun, on peut le prendre à bout de bras en se disant je vais résister, je vais me battre contre le cancer, mais il faut savoir que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir la force ou d'être bien épaulé. C'est ça, Laurence, très très bien épaulé. Laurence, Anthony Quindroy vous pose une question, Laurence. Bonjour, est-ce que vous avez eu des craintes concernant les traitements, notamment pour les chimiothérapies, concernant un manque d'approvisionnement peut-être en molécules? Alors non, ce sont les structures qui gèrent ça. Nous, on n'en a pas entendu parler. Des médecins qui sont à la Ligue pourraient plus facilement vous en parler. Nous, on n'a pas eu d'écho de nos patientes qui font de la chimio actuellement. Leur chimio se fait normalement. On accueille Laurence, j'en profite pour le dire, puisqu'on va passer en plan large sur le plateau pour dire bonjour à Thomas Dubois, journaliste régulier également Bonjour, dans Lignes Ouvertes. Thomas qui nous rejoint, qui prend la suite de Dorothée. Bonjour, Thomas. Bonjour, donc Sylvain, on est, bonjour, on est au Havre, Salut, on est Thomas. avec Laurence Madame qui nous Lanieux. sensibilisait. Bonjour. Anthony. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les risques encourus par les personnes en ce moment et la nécessaire, l'impérieuse nécessité de rappeler les gestes barrières vis-à-vis des personnes les plus fragiles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, tout ce qui est les soins que les cancéreux puissent avoir, c'est fait dans des structures qui sont très très bien, qui font bien les gestes barrières, etc. Le port de masque, le lavage des mains, etc. Il y a des patients qui sont un petit peu plus... C'est plus difficile, donc c'est les maris qui les emmènent pour être sûrs de ne rencontrer personne. Et de toute façon, quand vous avez une chimio, parce que je reste en contact avec les patientes de la Ligue contre le cancer du Havre, je reste pour savoir justement leur ressenti. Bien souvent, ils ne rencontrent personne, juste les soignants. Donc, ils sont vraiment très isolés, quoi. C'est vraiment pris à part et c'est vraiment sécurisé. Dès l'instant où ils ont fait une fois leur chimio avec le coronavirus, ils sont rassurés quand même, parce que ça se passe très très bien. Très bien. Bon, il ne faut surtout pas, moi c'est ce que je leur ai dit, surtout pas ne pas arrêter les traitements en cette période, ne surtout pas arrêter votre traitement. Ce qui est rappelé pour toutes les pathologies d'ailleurs, effectivement, et même pour les personnes qui auraient d'autres symptômes, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin. C'est un peu le souci en ce moment, c'est que les cabinets médicaux se sont vidés. Laurence, Oui. attendez, Laurence, pardon, attendez, on me donne une info dans l'oreillette, répétez-moi la régie.
D'accord, ok, ça on en parlera tout à l'heure. Excusez-moi Laurence, j'avais un petit... voilà, il faut que j'ai trois ou quatre oreilles en même temps sur le plateau, donc c'est pas forcément évident. Si vous aviez, Laurence, pour finir, voilà, quelque chose d'optimiste à nous dire, un message d'encouragement, ça serait quoi? Vous nous parleriez de quoi? Alors, le message d'encouragement, vous savez que la recherche contre le cancer avance énormément. Dès l'instant, bon, en cette période de coronavirus, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est justement le manque de dépistage. Là, pour l'instant, on ne peut pas faire de dépistage toutes les ligues, tous les espaces ligues sont fermés. Ça, c'est important, le dépistage, de dire. Et l'espoir, c'est quand même la recherche, les fonds pour la recherche. N'hésitez pas à donner des fonds à la Ligue contre le cancer, pour la recherche contre le cancer. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous faire soigner, continuez à vous faire soigner, même pendant ce laps de temps. Et puis, si vous avez des problèmes, je relais les numéros de téléphone. La Ligue a des numéros de téléphone psychologiquement, si vous vous sentez en peine. N'hésitez pas à nous contacter. Très bien, un grand merci à vous Laurence. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps pour nous rejoindre, vous voyez, via la technique, c'est formidable, qu'on soit ensemble pour justement ne pas oublier toutes ces personnes qui luttent chaque jour contre un cancer. Merci à vous. Faites très attention à vous, tout le monde, gardez-vous en bonne santé. Voilà. Merci vous aussi. Faites attention à vous aussi, Laurence. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Messieurs. Pendant que on était en ligne avec Laurence, il y a des messages aussi que je note au fur et à mesure. On avait tout à l'heure un rappel. Là, on saute un peu du coq à l'âne. On passe du médical à l'économie, mais l'économie, elle est tellement en difficulté en ce moment. On nous rappelait que selon un chiffre des Échos, le secteur de l'événementiel est en perte de 12 milliards d'euros. Ça fera peut-être le lien avec le spectacle tout à l'heure, mais c'est énorme. Certainement, c'est énorme. Tout est à l'arrêt. Je me tourne vers l'homme de la musique, puisque... Non, mais on l'a déjà dit effectivement à cette antenne. Ouais, c'est avec tous ces festivals annulés au moins jusqu'à mi-juillet. Effectivement, c'est une vraie catastrophe pour tout le monde du spectacle. Et peut-être effectivement, ça va être l'occasion d'en parler avec David Bobet. On va en parler avec David Bobet qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelle David parce que c'est comme si on se connaissait un peu. On a passé une demi-heure d'interview ensemble il y a de cela 2-3 mois dans les rendez-vous Coworking PNTV et vous étiez prêté aux questions de la salle et de nos caméras. C'était sympa, merci. Voilà, on vous lance sur ce première question, domaine du spectacle. Peut-être tout simplement connaître l'impact de ces fermetures sur le CDN. L'impact, il est énorme. Tous les spectacles sont annulés. C'est un crève-cœur, mais au-delà de la dimension symbolique forte et puis de la disparition comme ça des propositions culturelles sur un territoire et pour un public, c'est la question de la survie des plus fragiles, des intermittents, des artistes, mais aussi des techniciens. Vous aviez d'ailleurs lancé un appel au tout début de la crise pour que les gens ne se fassent pas rembourser leurs billets. Ça a été suivi, ça, de façon Oui. Parce que vous allez payer quand même les compagnies, si ma mémoire est bonne. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ce point-là? Oui, tout de suite, j'ai pris la décision de payer toutes les sessions, l'intégralité des sessions des spectacles qui devaient arriver, de ne pas invoquer le cas de force majeure, mais de payer comme si de rien n'était, parce que c'était la seule façon de garantir le salaire des individus, que la crise n'impacte pas les plus fragiles, mais puisse être absorbée par l'ensemble de la chaîne, en partant du principe que si chacun assume ses engagements, ses contrats, alors le milieu culturel pourrait traverser cette crise-là sans trop de casse. C'est-à-dire, en gros, si les financeurs, si les partenaires publics, si les structures, si les compagnies assument leurs engagements, mais aussi les spectateurs et les spectatrices qui, par une action de billet solidaire, c'est-à-dire de ne pas demander le remboursement, si chacun tient son engagement, alors l'équilibre fragile de l'économie culturelle pouvait être maintenu. David Bobet, avec ce facteur aggravant, je veux dire qu'il y a aucune visibilité. C'est-à-dire, on a parlé de mi-juillet pour tout ce qui était rassemblements estivaux, festivals, etc. Mais vous, il n'y a vraiment aucune visibilité pour l'instant. C'est d'autant plus un facteur aggravant, j'imagine. Oui, puis mi-juillet pour les gros festivals, mais au mieux, la date sera bien plus tard. C'est évident que la date sera bien plus tard. On se pose même la question de la rentrée, en fait. C'est pas le 15 juillet que les choses vont disparaître, que le virus va disparaître comme ça, que les grands rassemblements vont pouvoir avoir lieu. Et comment on gère l'inconnu, justement? Comment gérer l'inconnu?
Eh bien, je crois, c'est encore une fois en essayant de tenir ses engagements. C'est-à-dire, là, je me mets en marche pour programmer comme si de rien n'était. Parce que si je me mets à ne pas programmer de peur de ce qui va arriver, enfin, je veux dire, je ne suis pas une compagnie d'assurance. Par contre, je dois pouvoir assurer de l'emploi. J'ai une responsabilité professionnelle vis-à-vis des intermittents et des artistes. Donc, je programme avec la possibilité de devoir annuler encore. Mais c'est la seule façon que l'on a de procurer un salaire aux artistes, aux techniciens, aux techniciennes, et aussi des heures qui devront compter dans le calcul de intermittence qui, si elle n'est plus là, ne pourra. Enfin, ça va être une hécatombe. Tout notre système culturel repose sur l'intermittence, dans le spectacle vivant en tout cas. En attendant, le spectacle vivant, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, puisque vous avez décidé de diffuser des pièces en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la programmation ? Pour moi, c'était important à la fois vraiment d'être guidé par le sens de l'éthique, de la responsabilité, puisqu'il n'y avait pas de mot d'ordre et pas de mode d'emploi pour comment réagir dans cette crise-là, en faisant attention d'abord aux personnes, dans leur sécurité physique, que ce soit les personnels permanents du théâtre ou les intermittents, la sécurité financière, pareil, des salariés, et puis la sécurité du lieu, la pérennité du lieu et sa capacité à réouvrir un jour le plus tôt possible, on espère. Une fois cette urgence-là, non pas réglée, loin de là, mais en tout cas réfléchie, voilà, c'était aussi important pour moi de pas perdre le lien avec le public, que les différentes communautés qui sont à l'œuvre, la communauté des salariés du théâtre, la communauté des équipes artistiques et la communauté du public du CDN qu'on continue à être en lien, qu'on continue à s'écrire, à prendre des nouvelles, à s'envoyer des choses. Et donc tout de suite, j'ai eu envie de proposer une programmation en ligne, que voilà, si les gens ne peuvent pas aller au théâtre, que le théâtre aille vers les gens là où ils sont, c'est-à-dire chez eux, confinés. Ça tombe bien, les artistes sont eux-mêmes confinés chez eux, et donc que le CDN puisse servir comme ça de lien entre artistes, spectateurs et spectatrices. Donc ce sera le lundi et le vendredi, c'est ça ? Oui, tous les lundis, tous les vendredis, on propose un spectacle qui reste sur le site du CDN au répertoire, avec des spectacles, beaucoup de spectacles que j'ai pu faire, puisque j'ai un accès privilégié à leur diffusion avec la société de production Axe Sud, et puis d'autres spectacles qui sont passés au CDN, pour que régulièrement on puisse comme ça avoir des fenêtres ouvertes vers la créativité des uns et des autres. Et alors, juste pour nous dire, on retrouve ça où et à quelle heure ? Alors, on retrouve ça, donc c'est sur les réseaux sociaux du CDN et sur le site du CDN. Donc, je crois que les spectacles sortent l'après-midi, mais c'est regardable pendant toute la semaine. Et encore après, si on va sur le site du CDN et qu'en 2-3 clics, on retrouve les autres spectacles. Et donc, on peut avoir comme ça accès à des spectacles qui sont passés au tout début du confinement. Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle, Hamlet, un de mes premiers spectacle, c'était vendredi, le film Roméo et Juliette que j'ai fait pour Arte. Beaucoup. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup David Bobet. On retrouve David Bobet. En commentaire, je pense, de cette vidéo. Merci beaucoup David Bobet. À bientôt. Restez bien avec nous, on va passer par Darnétal au sein de la métropole Rouen-Normandie, et puis après on va parler de sport avec alors ce qu'on appelle un bon client en télévision. Un bon client, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à questionner. Ça sera Guy Fournier. Ouais, c'est un sujet qu'on n'avait pas évoqué encore ici. Non, on l'avait pas encore évoqué, le sport, messieurs. Les saisons, donc ça sera Guy Fournier, le manager général du Rouen Elite 76, les Dragons, les hockeyeurs sur glace. Et voilà, pour l'instant on passe à Darnétal avec Christian Le Serre. Monsieur le maire de Darnétal, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau. Ah oui, on s'habitue à la vidéo. Mais oui, on s'habitue, on a de plus en plus d'images, et là, on est par téléphone, monsieur le maire. Comment allez-vous Il n'y a pas d'image. Merci de nous rejoindre. La première question, monsieur Le Serre, Normandie Bulle, pourquoi avoir décidé d'annuler cet événement si tôt, finalement ? Alors, par rapport à l'organisation surtout, parce que en fait, l'organisation d'un festival comme Normandie Bulle, c'est qui se déroulait en septembre. On est dans l'organisation un peu intense en ce moment, et là, on n'a aucun contact avec les auteurs, et quelques auteurs qui disent qu'ils viendront pas.
on n'a aucun contact avec nos éditeurs. On a une grosse prise de risque et donc il fallait à un moment décider si on maintenait ce festival. Donc on a pris la décision que cette année on ferait l'impasse du festival. Il vaut mieux s'occuper d'abord de nous confiner, de soigner, de trouver des solutions de sortie de ce virus et puis on verra après. Je pense que c'était raisonnable de dire que cette année c'était impossible d'organiser un festival dans des bonnes conditions. Le festival de bande dessinée Normandie Bulle. J'extrapole un petit peu, je ne sais pas si vous êtes le mieux placé pour nous répondre sur ce sujet-là, mais le secteur de la bande dessinée, parmi d'autres, qui aujourd'hui est considérablement affaibli par la crise. Je ne sais pas si vous avez des échos de la part des auteurs, dessinateurs qui ont l'habitude de venir chez vous. Je vous dis, il y a quelques dessinateurs qui ont dit qu'ils ne viendraient déjà pas, donc à partir de là, ça remettait en question l'organisation de notre festival. Et voilà. Donc on a gardé que le festival hors des murs qui s'adresse aux prisons. Enfin, on travaille sur le monde carcéral avec la DRAC et un certain nombre de partenaires. Donc on a gardé que ça pour le festival de la bande dessinée cette année, Normandie Bulle. Et on dit que on verra l'année prochaine, on fera un anniversaire en plus, donc on fera quelque chose de meilleur et puis voilà quoi. Et de temps en temps, il faut savoir faire des pages blanches et là c'en est une quoi. Et malheureusement c'était une position qui n'était pas facile à prendre. On l'a prise en concertation avec les gens concernés, avec la directrice du festival, la directrice du pôle jeunesse, le président du festival qui est François Lelièvre, donc l'adjointe concernée aussi. Thomas, donc, voilà, on a décidé ensemble de faire l'impasse cette année sur le festival. On change de sujet, simplement l'actualité du confinement en ce moment, c'est la question des visites dans les EHPAD, aux personnes âgées, aux personnes isolées. J'imagine qu'en tant que maire, c'est un sujet forcément que vous suivez de près. C'est forcément une bonne nouvelle selon vous? De réouvrir les de permettre, oui. C'est une bonne nouvelle pour les résidents. Maintenant, il faut qu'on continue à mettre des mesures barrières parce que il faut pas se relancer dans des contaminations. Voilà, nous on a une résidence de personnes âgées qu'on a isolée complètement. Là, on avait mis en place de la vidéo pour qu'ils puissent voir leurs proches. Là, aujourd'hui, on va réouvrir. On va mettre en sorte de faire des mesures barrières pour les protéger, et puis voilà quoi. Maintenant, il y a aussi du RECU, il faut que je vois avec la direction du RECU. Oui, la fondation du RECU Lavoisier, oui. On a quand même un hôpital. Bon, on a quand même quelques résidents qui ont été touchés par le coronavirus à Darnétal, donc sur l'hôpital. Anthony, petite question justement sur Darnétal, tout simplement. Comment ça se passe au niveau des équipes municipales? Combien de personnes sont en chômage partiel? Quelle a été votre mode d'action? Sur le personnel de Darnétal, on a gardé qu'une petite partie. On a une cellule de crise avec des responsables. Enfin, on a un directeur, le DGS, et des directeurs de pôle qui sont très présents. On a quelques personnels, puisqu'il faut quand même qu'on nettoie Darnétal, il faut qu'on fasse un certain nombre de choses. On a un service espace vert aussi qui fonctionne de temps en temps, pas tous les jours. On a la police municipale qui est aussi sur le terrain, mais on a un service qui est très très minimum et on a beaucoup de gens qui sont partis en télétravail et d'autres qui sont rentrés chez eux et qu'on a confinés chez eux. Très bien. Voilà. Dernière question peut-être, et puis juste avant de vous quitter, monsieur le maire, en tant que maire justement, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à gérer depuis le début de la crise? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? En fait, la problématique, c'est de pas savoir quand on va en sortir. C'est surtout ça qui est problématique. Pas de vision possible. C'est pas de vision, c'est ça. On a aucune vision à court et moyen et long terme de ce qui va se passer. Donc moi j'ai pas annulé que le festival. Moi j'ai annulé toutes les manifestations jusqu'au 30 août. Vous voyez, donc chez moi.
Donc on a conservé uniquement au retour, après les congés, peut-être le forum des associations, et je l'ai fait, enfin j'ai dit que c'était sous réserve, hein. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution du virus. Et justement, monsieur le maire, on dit toujours, selon la formule célèbre, gouverner c'est prévoir, donc quand on n'a pas de vision, très difficile de prévoir, et donc très difficile de gouverner. C'est moins facile de gouverner en ce moment, dans la mesure où on n'a pas de... En fait, on est confronté à un ennemi invisible, et donc là, c'est le plus compliqué pour nous. Et maintenant, il faut rester serein, moi je dis à tout le monde, restez confinés, restez chez vous. Là, on commence à voir ressortir un peu les gens avec le beau temps. C'est un peu agaçant. Parce que je trouve que... Restez chez vous. C'est à nouveau les mots du maire de Darnétal, bien sûr. Voilà. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes sur PMTV. Bonne journée. Au revoir. On va accueillir maintenant Guy Fournier. On est très heureux d'accueillir Guy Fournier, on l'aime beaucoup. Simplement, je voudrais vous questionner, messieurs, sur ce titre. Quand vous titrez dans le journal Paris Normandie d'aujourd'hui, ce ne sera pas la vie d'avant. Est-ce qu'il faut y lire un double sens? Est-ce que ça ne sera pas la vie d'avant le 11 mai, ou est-ce que ça ne sera pas la vie d'avant pour encore longtemps? Ce ne sera pas la vie d'avant pour encore longtemps. Ce sont les propos du Premier ministre, c'est-à-dire qu'on va pas revenir à ce qu'on connaissait avant le début du confinement. Oui, voilà, c'est surtout pas la vie d'avant le 17 mars. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Mais on s'en mêle un peu les pinceaux dans les dates, mais voilà, ce ne sera pas la vie d'avant le début du confinement. Bon. Alors, ça veut dire qu'il est probable qu'il faille adopter une autre façon de vie que celle qu'on a connue avant, et ce pour un certain nombre de mois. On s'y oriente effectivement, mais par rapport ne serait-ce que la distanciation sociale, le fait de ne pas se saluer comme on pouvait le faire auparavant, les grands événements pour l'instant qui sont reportés, on parle de 2021 maintenant. Annulés, 2021. Thomas, c'est une façon de dire surtout que du jour au lendemain, on ne va pas revivre comme ça va être long, manifestement. Il va falloir s'attendre à ce que ce soit progressif et très long. Et voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, Guy Fournier est avec nous. Guy Fournier, bonjour. Bonjour. Bon, Guy Fournier, on disait vous êtes quelqu'un qu'on aime bien parce que vous vous exprimez en général de manière assez directe. Vous avez aussi cet accent québécois qu'on aime bien. On est très en regret d'ailleurs de ne pas vous avoir à l'image. On aime bien avoir tous nos invités. Absolument. On peut avoir aussi nos petits préférés. Bon, alors, allez, messieurs, je vous laisse Guy Fournier, tout simplement... déchaîner les questions à l'attention de Guy Fournier du sport. La première question, je pense qu'on a tous en tête. Comment ça se passe aujourd'hui pour l'équipe? On peut plus s'entraîner, on peut plus avoir il y a plus de matchs. Comment font vos gars? Écoutez, effectivement, on subit la même période que tout le monde. Hein. C'est quelque chose d'inédit. On n'a jamais connu ça, et puis on est tous dans une période humaine assez difficile, donc tout le monde est naturellement confiné. On a été obligé de mettre un terme à notre saison. On est rentré dans la période la plus importante, les demi-finales de play-off. Mais bon, la priorité, c'est naturellement, par contre, la santé et le côté sanitaire. Et puis là, on attend. On est dans une période où, pour être honnête, on ne bouge pas encore sur la construction de l'équipe parce qu'il y a encore trop d'inconnus sur la sortie, le déconfinement, la période d'après, sur la partie purement réglementaires. Sur la partie purement sportive, comment les gars s'entraînent aujourd'hui? Comment les joueurs maintiennent la compétence? Maintiennent tout simplement leur niveau? C'est-à-dire, les gars sont en confinement, donc ils font comme à peu près tous les autres sportifs. Je pense qu'ils essaient de s'entretenir personnellement, chacun de leur côté. Mais il n'y a rien qui se fait en collectif, naturellement. Puis, mais comme c'est des sportifs de haut niveau, puis ils ont des machines, ils ont l'habitude, et ils aiment, et ils ont besoin, je pense, d'être en forme. Donc, chacun essaie de garder un minimum de forme individuelle. Thomas, tout se fait chacun de son côté. Est-ce que concrètement, c'est-à-dire que la saison prochaine, on remet tous les compteurs à zéro et on repart? Comment ça va se passer? Vous le savez déjà, ça? Écoutez, il y a encore beaucoup d'inconnus. J'étais encore ce matin en réunion avec la fédération et la commission Magnus avec laquelle je participe. Donc, pour être honnête, on est encore dans l'attente pour recréer le championnat parce qu'on a les qualifications olympiques qui normalement vont avoir lieu au mois d'août
mais est-ce que ça pourrait être maintenu? Ça, c'est une première interrogation. Les championnats du monde, est-ce qu'ils seront repoussés ou ils seront maintenus aux mêmes dates au mois de mai? Donc, ça veut dire que nous, on en attend de ces points-là avant de commencer à réfléchir sur la construction de notre calendrier. Et puis, on est en attente aussi avant de travailler sur la construction de l'équipe, d'avoir tous les éléments. Est-ce qu'on pourra pouvoir jouer dans une patinoire pleine dès le début de saison? Est-ce qu'on sera à huis clos en début de saison ou non? Donc, il y a encore trop d'inconnus pour commencer à avancer sur la construction de l'équipe. Et sur l'après 11 mai, est-ce que vous savez déjà si l'entraînement pourra reprendre au 11 mai? Ça paraît à peu près... Enfin, je pense que c'est non, mais je voudrais avoir la confirmation. Non, c'est ça, ouais, on peut pas se positionner, d'autant plus que, à moins que j'ai mal compris, mais il n'y a rien d'officiel encore sur le déconfinement, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des zones, est-ce que tout le monde sera déconfiné, dans quelle mesure et tout ça. Donc, pour être honnête, nous, il n'y a rien de prévu encore au mois de mai, on attend que ce soit un petit peu plus clair, quoi. Alors Guy Fournier, moi j'aurais une question de parents. Chez les Dragons, comme dans beaucoup de clubs, comme il y a des cours pour il y a des écoles pour les enfants, des entraînements. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents alors c'est une question assez générale qui vous concerne, mais qui est aussi plus générale, les parents qui ont payé des licences, etc., comment ça va se passer pour eux? Écoutez, je pense que c'est une période quand même qui est inédite. Nous, on était sur la fin de notre saison, donc pour les parents qui ont des jeunes au hockey, pour être honnête, ça c'est une structure différente. Nous, on est la société, le club d'hockey, et le hockey amateur est géré par une autre structure, c'est une association. Avec un autre président. Donc, pour être honnête, je ne sais pas s'ils ont mis des procédures en place sur la fin de saison et pour les licences, mais je pense qu'en ce moment, ils sont dans la même position que nous, c'est qu'on est en attente de voir comment le déconfinement va se passer, quoi. Merci beaucoup, Guy Fournier. Merci. Au plaisir. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Alors, non, attendez, on a l'autre invité. Oui, vous avez oublié, ouais. Sylvain. J'ai oublié qui on en a parlé vendredi. On en a parlé vendredi. Ah, mais si on vous a pas donné l'info. Ah, ça m'énerve, ça, moi, si on vous le dit pas. Non, c'est fini. Attendez, moi, j'ai mon conducteur, là. J'ai mon conducteur, plus, et moi, c'est marqué sur mon conducteur conclusion. Sylvain, on a un petit souci si on vous donne pas les. Moi, ça m'énerve. C'est pas dur. Ça m'énerve, Sylvain, sérieux, on en a parlé. Moi aussi. Allô? Moi aussi, ça m'énerve. Helmut Fritz. Helmut Fritz. Oh là 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 là. Merci Helmut d'être là, puisqu'on vous l'avait pas dit, mais c'est l'anniversaire de Sylvain Richon. Bon, écoutez. Alors regardez ce qu'on vient de m'apporter. Joyeux anniversaire, Sylvain, pour tes 16 ans. Oh, génial, Helmut Fritz. Écoutez, pour la petite histoire, Sylvain passe son temps à chantonner Ça m'énerve depuis quelques temps, donc pour son anniversaire, on voulait vous avoir en ligne, Helmut. Bonjour. Bon, écoutez, juste Helmut, si vous me permettez, juste. On m'a fait cette confidence. Je suis ravi d'être parmi vous. Pour que tous nos internautes, les web spectateurs comprennent, je ne feignais pas la surprise. Effectivement, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Pour moi, c'était terminé. Et effectivement, pourquoi? Parce que j'ai dit il y a quelques jours, j'ai dit, ça serait génial pour mon anniversaire si on pouvait avoir Helmut Fritz, parce que c'est vrai, j'ai une petite tendresse pour vous. Je suis fan de cette première version de Ça m'énerve. Et puis vous avez réactualisé Ça m'énerve avec la version Covid de Helmut. C'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être fan déjà. Ça me touche toujours, n'est-ce pas? Beaucoup. On a réadapté ça et on est en plein. Je ne sais pas ce qui se passe. On est en plein buzz de partout, donc on est. Vous faites combien de vues avec cette nouvelle version? Ça cartonne comment les vues? On est à plus de 2 millions en moins d'une semaine. C'est énorme. Vous y attendiez à ce buzz monumental? Pas du tout. Moi, je pensais en fait juste faire marrer les gens parce que. On va essayer d'en écouter un extrait. Ils se sont mis à faire des chansons pendant le Covid là, mais elles sont plutôt à se pendre. Donc j'avais envie moi de donner de l'énergie et du sourire aux gens. Donc c'est vrai que j'ai réadapté mon texte d'origine, mais je m'attendais pas à ce que ça soit diffusé partout. Avec un clip tourné à la maison en plus. Avec un clip tourné à la maison.
C'est ça, Ouais. tourner à la maison. Alors, il y a quand même 40 minutes dans la rue. Hein. Ce que je voudrais, attendez, je voudrais passer un petit message, Helmut, à la régie. Je voudrais effectivement, vous savez qu'on diffuse sur Facebook, donc vous faites très attention aux droits d'auteur sur Facebook. Mais bon, si on en diffuse, à mon avis, 15 secondes, ça va aller. C'était vu avec Adrien, Vous normalement. n'aurez pas de soucis, vous inquiétez pas. Non, alors je voudrais que la régie, à ce moment-là, on terminera avec Helmut. Je voudrais que la régie nous prépare ça m'énerve version 2. C'est prêt. Allez, on en regarde juste un petit extrait. On en Allez, regarde un petit 15 extrait, on vous secondes et on reprend vous juste reprend, après. Helmut. Yes. Je rêve du cost et d'un... Alors, on en diffusera un peu plus longtemps en se quittant. Comment ça s'est passé, la production des images là, pour cette deuxième version? Avec, on imagine ici, moins de possibilités techniques, peut-être un peu moins de budget que la première. Absolument aucune équipe, aucun matériel, tout est filmé à l'iPhone. Ouais. Il y a juste un petit stabilisateur que j'avais moi dans un tiroir pour le tenir, mais il n'y a aucun objectif, rien. C'est un copain qui tient le téléphone et on a fait le montage ensemble. On a vraiment tout fait maison, comme on dit, à l'arrache. À l'arrache, oui. Il y avait eu une première version qui a été tournée juste en caméra simple dans votre salon. Ah oui, alors ça c'est ma femme, exactement. C'est-à-dire que le matin où j'ai réécrit le titre, c'est ma femme qui est montée sur une chaise qui m'a dit « Allez, mets ta casquette de marin, on va filmer ça ». Donc là, c'est encore plus rudimentaire. Et celle-ci a déjà bien fait le buzz déjà. Alors Helmut, vraiment vous me faites plaisir, messieurs. Vous savez, quelquefois on a ces petits coups de cœur. Effectivement, vous êtes mon coup de cœur, Helmut. Je sais pas pourquoi, ça me parle. J'apprécie beaucoup votre humour. Ce que j'apprécie aussi, c'est vous avez quelque chose d'un peu politiquement incorrect par moment. C'est vrai que et ça j'aime bien. Et ça j'aime bien parce que ça fait un peu de bien quand tout est un peu lissé. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Alors moi, je politise pas mes morceaux, mais en tout cas. Non, mais je parle pas de la politique. Je me dis, par exemple, dans la première version ou la deuxième, à un moment donné, on voit une blonde au téléphone. Vous dites, ouais, la blondasse. Alors encore une fois, j'ai énormément de respect pour les blondes. Mon épouse est blonde, donc tout va bien. Mais bien sûr. Mais moi, je suis pour l'écriture libre. Si un artiste doit se censurer, s'il doit être consensuel et s'il veut absolument passer en radio avec le soleil est beau et la plage est chaude, ça le regarde. Moi, j'ai pas cette façon de fonctionner. Moi, je fais les trucs qui me font marrer moi d'abord, et j'espère que ça va faire marrer les autres. Et juste une chose, Helmut, parce que vous êtes un personnage un peu énigmatique. Vous êtes qui? Qui êtes-vous, Helmut Fritz? Eh bien, écoutez, vous ne le saurez jamais vraiment, n'est-ce pas? Parce que derrière ces carreaux fumés se cache un œil peut-être un petit peu acerbe, mais également tendre, qui de temps en temps laisse verser une petite larme, mais celui-là, vous ne le connaîtrez pas. Ah, Helmut, ça m'énerve de ne pas vous connaître mieux. Ça m'énerve. Vous le faites très très mal, Sylvain. Alors allez-y, faites-le. Et Helmut, est-ce que ça signale le retour du personnage sur la scène, devant le public? Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Peut-être qu'on peut revenir en Normandie, venir au Mont-Saint-Michel, manger une bonne omelette à la mer Poulard, là, et faire un clip là-bas en attendant que la marée monte, j'en sais rien. Dernière chose, Helmut, qu'est-ce que, là, aujourd'hui, lundi 20 avril, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Je dois dire que je suis considérablement en manque de mojito. En manque de serveuse qui m'amènerait ce mojito, et aussi un petit peu en manque de masque, mais bon, ma pharmacie va être livrée bientôt apparemment. Bon, écoutez, un grand merci, et puis moi je suis très sensible à la surprise que m'ont faite Thomas, Anthony, et bon puis, anniversaire encore, Sylvain. Ça me fait plaisir, encore bon anniversaire. Voilà, et puis à m'offrir Helmut Fritz pour mon anniversaire, je suis comblé, quoi. Et merci à Helmut Fritz d'avoir joué. Voilà, alors tout de suite, on écoute 1 minute de la nouvelle version de Ça m'énerve. Et puis ensuite, on enchaînera avec le conseil programme télé du jour de Martin Torrent. Et on retrouvera le clip dans les commentaires. Oui, et on retrouvera le clip dans les commentaires. Et vous dire, attendez, restez encore juste quelques secondes avec nous, Helmut. Préparez vos questions pour l'émission de demain. Demain, on recevra une spécialiste de la chasse aux fake news. On recevra une directrice d'aéroport, celle des aéroports de Caen et de Deauville. Le délégué régional Normandie d'Orange aussi, hein, le téléphone et les box. Et puis on passera par Port-Jérôme. Voilà, encore beaucoup de choses demain. Et puis Helmut, si vous voulez nous regarder demain, ça sera avec plaisir. Si j'ai un fan de plus et que c'est Helmut, alors là, c'est génial. Comptez sur moi. Je ne savais pas qu'il y avait un aéroport à Deauville. Hein. Il marchait pas mal. Allez, et on termine. On s'offre 1 minute de Ça m'énerve. Merci beaucoup, Helmut Fritz. À très bientôt. Au revoir et à demain. Ciao. Travail.
Je rêve du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres, c'est fini, pas le temps, y a les gosses. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un film qui s'appelle Jumanji, il passe ce soir sur la 10 à 21h15. Alors Jumanji c'est le film original de 1995, adapté lui-même d'un livre et qui après ensuite a donné naissance à plusieurs autres films que vous connaissez sûrement. Chaque maison a ses secrets. Tout le monde en ville pense que la maison est hantée. Mais ce qui s'est passé dans cette maison... Le jeune Alan Parrish, il a disparu il y a 25 ans environ. ...est un mystère. Tout a commencé il y a très longtemps, quand Alan Parrish, qui n'était alors qu'un jeune garçon, a fait une incroyable découverte. Jumanji c'est quoi? Dans ce film c'est un très ancien jeu, un jeu de plateau, mais les actions que l'on fait dans le jeu ont des répercussions dans la vraie vie. Alan et Sarah y ont joué, et Alan, sur un coup malheureux, a été propulsé dans ce monde étrange du Jumanji. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule option pour libérer Alan, c'est qu'un autre joueur joue à ce jeu et le libère à coups de dés. Alan, regarde, dans la jungle tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? 26 ans plus tard, Peter et Judy Shepard s'apprêtent à jouer au même jeu. Et font une incroyable découverte. Je suis rentré chez moi! À leur tour. Vous êtes Alan Parrish? Oui. Attention, on s'accroche, c'est le début des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont extrêmement convaincants pour l'époque. Ça a été vraiment un des films pionniers. Ce film est parfait pour vous détendre, passer un bon moment avec votre famille, pour vous amuser. On peut dire que c'est un film-jeu avec beaucoup de rebondissements. Ce film a une certaine particularité par rapport à son rythme qui lui est effréné, on ne s'ennuie jamais. On retrouve au fond de nous une part d'enfance qui adore les jeux de plateau. Ce qui vous donne finalement deux bonnes idées pour ce confinement. Regardez des films et jouez à des jeux de plateau. Merci beaucoup d'avoir suivi la rubrique ciné, je vous dis à très bientôt et j'espère que ce film vous plaira. Bon visionnage.